C'est un visage mythique de l'histoire de la télévision, évidemment, Thierry Ardisson. Je ne présente plus Thierry, évidemment. C'est tellement d'émissions mythiques, Thierry. Faire partie du paysage et au fond, raconter ce qu'on est en étant présent. Avec soi, on emmène des souvenirs pour tous les téléspectateurs. Et ça fait plaisir, ça touche. Oui, moi, je rencontre beaucoup de gens dans la rue. C'est toujours plaisant. Qui me disent « Ah là là, moi, je rentrais plus tôt le samedi ou je sortais plus tard pour voir votre émission. » Et des gens qui ont été... J'ai été élevé avec vous. C'est vrai que c'est... Enfin, quand je le faisais, je ne pensais pas à ça. Tout le monde en parle, évidemment. Les auto-interviews. D'une façon mythique de faire de la télévision, au fond, qui a révolutionné quelque part une manière de faire. C'est-à-dire que moi, en fait, bon, déjà, je suis un enfant de l'ORTF. Donc, je me suis inspiré, même inconsciemment, de tous les gens de l'ORTF, Désir Gallard, Jean-Christophe Averty, Pierre Dumaillet, François Challet, Philippe Bouvard, qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis, je suis arrivé après 15 ans de pub. Donc, j'avais appris dans la pub à créer sur commande. Et donc, j'étais un créatif, avant même d'être un producteur, j'étais un créatif. C'est-à-dire que je trouvais effectivement l'idée des interviews formatées, l'interview alerte rose, l'interview première fois, l'auto-interview. Voilà. Donc, j'avais inventé tout plein de trucs. Chaque année, en septembre, j'avais fait un petit booklet comme ça. J'avais passé les vacances à faire un petit booklet. Voilà les nouveautés de l'année. Alors, il y en avait 10, mettons. Il y en a 3 qui marchaient et 7 qu'on foutait à la poubelle. Mais il y avait un renouvellement comme ça. De faire toujours des concepts comme ça, d'imaginer des choses. Oui. On a vu Hôtel du Temps, il n'y a pas longtemps, comme ça, avec l'intelligence artificielle, redonner vie à Gabin, redonner vie à des disparus. C'est un truc de fou, quand même. Gabin, j'ai pris un plaisir fou à faire ça. J'ai fait Dalida aussi, qui était très, très plaisant. C'était moins plaisant avec Coluche, parce que ses enfants sont aussi chiants que lui, avec le talent en moins. Et c'était un peu compliqué, disons, pour Coluche. Mais c'est une émission... Voilà, je devais faire Johnny Hallyday. J'avais négocié avec les héritiers, on était prêts et tout. Puis France Télévisions a dit qu'il s'arrêtait. Oui. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a finalement? On se dit, on pourrait faire des choses aujourd'hui, inventer une autre télévision. On n'a pas l'impression parfois que ça ronronne. On refait Interville, on refait les... Mais il n'y a plus de la part des chaînes, il n'y a plus cette envie de briller. Moi, je me souviens, par exemple, qu'en septembre, il y avait la conférence de presse de France Télé, de TF1, de M6. Chacun voulait arriver avec les concepts les plus dingues, les plus fous, tout ça. Aujourd'hui, pas de vague, quoi, hein, clairement. Oui. Et puis le public est moins curieux de télévision qu'avant. C'est-à-dire que avant, on faisait un truc nouveau, les gens allaient voir au moins. Là maintenant, c'est quoi Oui, est-ce qu'au fond on se dit tiens, on pourrait plus faire ça, il n'y a plus la même liberté sur un plateau. Alors, ce qui a changé, pour être tout à fait clair, ce qui a changé, c'est il n'y a plus d'invités. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Gainsbourg, Jean d'Ormesson. Maintenant. Plus personne. Bah là, il y a Yana Nakamura. Oui, mais c'est compliqué. Oui. Voilà. Bon, déjà, il n'y a plus d'invités. Après, les Américains qui venaient, moi j'ai eu beaucoup d'Américains, des grosses stars américaines sur mon plateau, ils venaient, ils allaient chez moi, comme maintenant, quand ils viennent, ils vont chez Quotidien. Mais aujourd'hui, ils ne viennent plus. Quand ils viennent en France, ils passent la journée dans un hôtel et ils font ce qu'on appelle des press junkets, c'est-à-dire ils font une interview toutes les demi-heures. Donc il y a ça qui a changé. Quand tout le monde m'a dit « Mais pourquoi t'arrêtes ?» Je dis « J'arrête faute de combattants. » Tiens, on va parler de la pub, Thierry. C'est ce bouquin-là, l'âge d'or de la pub. On va voir des extraits d'un film. Tiens, je vais regarder cette pub-là qui vient d'arriver. C'est Imagine. Ouais. Alors, c'est un truc spécial. C'est Thierry Ardisson qui fait de la pub. C'est pas nouveau. Hein. Vous avez commencé, vous l'avez dit, dans la pub. Puis alors, là, c'est pour une bonne œuvre. Hein. C'est quelque chose d'important, au fond. Oui. En fait, l'idée, c'est un institut qui s'appelle Imagine. Et l'idée, c'est de lutter contre les maladies génétiques. Voilà. Regardez. Amis du samedi soir, bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en parle. En fait, personne n'en parle. Personne ne dit qu'en France, 64 bébés naissent chaque jour avec une maladie génétique. Ça, c'est de la pub. Vous êtes né dans la pub, Thierry. Mais ça, c'est de la pub, j'allais dire, voilà, aujourd'hui, c'est dire, voilà, ça sert à ça aussi, la pub. Vous savez, moi, l'annonce de pub qui m'a le plus impressionné, c'est pas une annonce à moi, c'était pour les handicapés physiques. Il y avait un type sur un fauteuil roulant. Devant lui, il y avait un téléviseur à l'envers. Et il démontait le capot du téléviseur avec un tournevis. Et il y avait écrit « Ce que vous voyez sur cette photo, c'est un téléviseur qui répare un homme. Ouais. » La pub, ça peut être grandiose. La pub, c'est... Moi, les techniques de la pub que j'ai appliquées à la télé, ça m'a permis d'aller plus vite que tout le monde. Parce qu'on avait déjà... Vous savez, la pub vous apprenait à créer sur commande. C'est complètement différent. Les gens, ils ont une idée. Moi, j'ai une idée. Ouais. Mais
créer sur commande, c'est différent. C'est pour demain ou pour après-demain, tu dois me faire un spot pour Mire Vaisselle. Ah oui, regardez, extrait de cet âge d'or de la pub signé Thierry Ardisson. On me répond en général... Quoi faire? Bonjour les dégâts. Vous aimiez la pub parce qu'elle nous ressemblait. Comment? Parce qu'elle nous rassemblait. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? C'est moi qui l'ai fait. Les stars se bousculaient devant la caméra. Je l'ai mangé. Les plus grands créateurs s'en donnaient à cœur joie pour vous séduire. Ah, c'est vrai ça. Ah ouais, c'était le temps où la mère Denis était invitée chez Bernard Pivot. Voilà, oui, c'est C'était vrai. quand même une autre époque, hein, la mère Denis qui faisait C'est-à-dire- la pub pour vedette. Oui, mais si vous voulez, à l'époque, la pub s'intéressait aux gens et les gens s'intéressaient à la pub. C'est-à-dire que la pub, au lieu de balancer des messages bruts de décoffrage, comme c'est souvent le cas maintenant, comme ça, il y avait une finesse. On cherchait des petites histoires pour intéresser les gens. Et comme on s'intéressait aux gens s'intéressaient à la pub. Aujourd'hui, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques pubs qui sont extraordinaires. En ce moment, il y a une pub pour Free, une marque concurrente qui s'appelle Riff. Et la pub, elle est super, attention. Hein. Je dis pas qu'il y a plus de bonnes pubs. Je dis que c'est plus rare. Ouais, mais elle est moins glamour, elle est moins Bah, rigolote, y a pas, elle à est l'époque- moins... Et tout ça, regardez le bouquin, là, on voit des photos là-dedans. Il y avait des trucs... Alors, encore une fois, on vous dira, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Hein. Oui, oui. La semaine prochaine, j'enlève le bas. Ouais. Voilà, avec une fille toute nue sur Aujourd'hui, on l'affiche. prendrait les associations féministes, Oui. néo-féministes, parce que féminisme, c'est pas pareil, mais néo-féministes sur le dos, oui. C'était la pub qui tient ses promesses. C'était ça le slogan. Oui, c'était l'afficheur qui tient ses promesses. Ouais. Ouais. C'était pour Avenir, oui, on s'en souvient pas. Ouais, regardez, Mais- le bouquin est aux éditions du Rocher, là, regardez, c'est formidable, il y a plein de choses. On va voir un extrait d'ailleurs, on va un peu plus de ce documentaire. C'est la pub, on est, et vous dites Thierry, la pub c'est de l'art. Bah oui, c'est une forme d'art, c'est un art mineur. Mais c'est Ouais. une forme d'art, oui, bien sûr. Alors, regardez, quelques instants. Mon premier métier était... Je suis publicitaire, c'est une de mes activités. Plus précisément, j'étais concepteur-rédacteur de pub. Et j'ai même créé des slogans dont vous vous souvenez peut-être encore. La paire, il n'y en a pas de... Vas-y, vas-y. Alors ok, la pub peut parfois vous taper sur les nerfs. Dis-le que tu me détestes. Surtout depuis qu'elle coupe les programmes. 3 quarts d'heure par jour de spot sur TF1 il y a un an. Aujourd'hui, plus d'1h30. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. La publicité à la télévision, trop c'est trop. Stupide, lamentable, faut trouver autre chose, là, faut qu'il se recycle. Mais là, je vais vous parler d'un temps où tout le monde adorait la pub. Contre les... Publicité, je t'aime. Je t'aime parce que tu es angeleuse. Ah, la publicité, elle est formidable. Oui. Je t'aime. La publicité, elle est bonne, formidable. Cet âge d'or des publivores que j'ai vécu, vous l'avez vécu aussi. Ah, c'est extraordinaire. Hein. Moi, j'aime le chocolat Lanvin. Extraordinaire. Salvador Dali. Alors, C'est ce qui quand s'est même pas- des ce qui- choses extraordinaires. Alors donc, pour rendre à la pub ce qu'elle m'avait donné, j'ai décidé de faire un documentaire sur la pub avec Philippe Tuillier, qui est passé sur France 3 avec un certain succès, 2 fois de suite. Et puis les éditions du Rocher m'ont proposé de faire un livre. Et alors, le livre est construit comme le documentaire. Et en fait, l'idée c'est quoi? Je dis, moi qui ai fait de la pub pendant 15 ans, je vais vous expliquer mes trucs, je vais vous expliquer mes tours. Voilà comment on faisait. Alors, il y avait le slogan, la musique, la star, l'humour, le sex-appeal, etc. Ouais. Et donc, j'explique dans ce livre, exemple à l'appui, j'explique comment, en fait, la pub arrivait à vous avoir, Non, quoi. mais c'était dingue. C'était un temps où les gamins couraient devant la télé au moment des pubs pour chanter, oui. danser. Il y avait dans tous les journaux des critiques des nouveaux spots de pub. Il y avait une émission consacrée à la pub qui s'appelait Culture Pub sur M6. Il y avait le festival de Cannes de la pub, où on distribuait des lions d'or. C'est-à-dire la pub avait une importance. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est réduit. Il y a toutes ces pubs pour les voitures hybrides ou électriques. Ça va. Vous êtes infoutus de savoir. Tiens, regardez cette pub derrière l'homme élégant, là. Ça, c'était moi. Ben oui, parce que alors vous étiez aussi le sujet de la pub, hein, Thierry. Ça m'est arrivé, puisqu'on a vu tout à Le l'heure. détail des chaussettes caviar. Quand je conduis l'auto-tamponneuse dans Paris, de temps en temps, je me mettais en scène, oui. Ah ouais, Là, ben, c'est- on l'a aussi. Ouais, Là, cette c'est photo-là. Publicis qui Ouais. c'est Publicis. Ce qui est fou, c'est au fond de se dire, ouais, mais la pub, c'est ça. C'est aussi une forme de, comment dire, de dérision de l'époque. C'est de regarder son époque. Oui, si vous voulez, la pub, c'est un truc, vous êtes obligé, la plupart du temps, quand même, d'être un peu léger, un peu drôle, pour pas fatiguer les gens. Donc, en fait, ça nous obligeait à trouver des trucs marrants, quoi.
Ouais, tiens, je pense, vous allez voir ce générique, un des génériques mythiques de Thierry. Et évidemment, c'est comment on apprend de la pub pour ensuite faire ces émissions comme ce générique mythique-là, ces lunettes noires pour Nuit Blanche. Et là, on crée un style comme ça. Il y a quelque chose dans l'imagerie qui va marquer l'époque. C'est aussi ça, le langage de la pub. La pub, c'est surfer sur l'air du temps. Et moi, j'ai toujours surfé sur l'air du temps, c'est-à-dire de prendre les influences qui sont dans l'air, de capter les influences qui sont dans l'air et de les appliquer. La pub, ça fonctionne comme ça aussi. On doit être dans le coup, il faut être branché dans la pub. Ouais, ça c'était du culot de faire ce genre d'émission-là. Lunettes noires pour Nuit Blanche. Ça remplaçait les enfants du rock. Oui, ça venait aussi des centres de police, ça a commencé avec des centres de police. Les centres de police, c'est ma première interview formatée dans Rock & Folk, effectivement, vous avez raison. Et donc on interviewait, le concept, c'était l'interview transformée en interrogatoire. Et on interviewait les stars comme si c'était des repris de justice. Et c'était très marrant. Puis après, je l'ai fait à la télé, mais ça a été arrêté par la haute autorité au bout de 4 numéros. Parce que... Ah mais déjà, il y avait encore le truc qui tombait là. Bourges a été convoqué à la haute autorité. Ils ont dit, vous avez vu ce qui est passé sur votre antenne samedi soir? Alors lui, non. Il appelle la directrice des variétés de l'époque, Marie-France Brière, et il lui dit, vous savez ce qu'a fait Ardisson? Il dit non. Et donc, quand ils ont su... c'était ça qui était drôle. Moi, celui-là, j'étais pas fasciné par... comment dire, j'ai pas une âme de fan, à part les Beatles, j'ai pas une âme de fan. Donc quand je voyais arriver tous ces artistes-là qui défilaient chez moi, j'étais pas impressionné. Moi, j'étais mort de trac, ça c'est vrai, mais pas à cause d'eux. Parce que j'avais peur d'être ridicule devant une caméra. Mais eux, j'ai aucun problème à rentrer dedans, quoi. Ouais, tout le monde en parle. Ça, c'est un concept. Alors, ça, c'est parti au Québec, c'est parti partout. C'était une autre façon aussi de faire de la télévision. L'idée que tout le monde en parle, en fait, c'est un talk show généraliste. Parce qu'aux États-Unis, les talk shows, c'est comme on est là ce soir. Il y a David Letterman et il y a l'invité. Bon. Moi, c'est tout le monde autour de la table, mais le truc, c'était ce que j'appelle une pute à l'archevêque. C'est-à-dire de faire des mélanges absolument abracadabrants. Et je me souviens d'un soir, il y avait Maître Capello et Marilyn Manson. Et on avait l'impression qu'on regardait deux chaînes, parce qu'on ne pouvait pas penser une seconde que Capello et Marilyn Manson étaient dans la même émission. D'ailleurs, quand il m'a donné la Légion d'honneur, Macron a parlé de ça. Il a dit, dans votre émission, on voyait Marilyn Manson et Maître Capello. C'est ça, c'est au fond, comment dire, un air de liberté à la télévision. Quelque chose de le sentiment qu'on peut tout dire, qu'on peut y aller. Mais c'est vrai qu'on pouvait tout dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les émissions ne seraient pas possibles, quoi, je veux dire, parce que on n'était pas fliqués. De temps en temps, quand je dis à Rocard, est-ce que Sucé s'est trompé? Bon, au bout de 15 jours, personne ne dit rien. Hein. Puis au montage, au tournage, au bout de 15 jours, il y a Schneiderman qui dit « Ouais, c'est un scandale et tout ». Mais c'est arrivé une fois. Aujourd'hui, toute la journée, les gens scrutent ce qui se dit, ce qui se dit pas. Est-ce que c'est politiquement correct? Est-ce que ça ferait pas de la peine aux Tchétchènes? Est-ce que ça ferait pas de la peine aux Afghans? Enfin, je veux dire, c'est pas pareil. Ouais, et les réseaux sociaux aussi, oui. Les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Ouais. Nous, je vous dis, le temps que la presse réagisse, bon, des fois j'ai des mauvais papiers, hein, mais il se passait du temps, puis c'était pas comme, tout le monde le voyait pas, quoi. Quand Schneiderman fait ça, c'est les lecteurs du Monde qui le voient. Ouais. Salut les Terriens, voilà, c'est encore. Alors, Salut les Terriens, c'est encore une autre expérience. C'est-à-dire que là, j'ai fait mes 2 dernières expériences en talk show. Salut les Terriens, j'avais des auteurs, et donc c'était à l'américaine. C'est-à-dire que tout ce que je disais, je l'avais écrit, ou mes auteurs l'avaient écrit, chaque phrase était une punchline. Il fallait que ça soit pam, 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 à l'américaine. Là, j'ai fait ça avec Salut les Terriens du samedi. Et après, j'ai fait Salut les Terriens du dimanche, où j'avais Natacha Polony, Gisbert, Garrido, Goldnadel, qui s'engueulaient. C'était une des premières émissions, comme aujourd'hui fait Pascal Praud, quoi. Ouais, tiens, je vais faire un peu du Ardisson. Fait de la promotion pour l'âge d'or de la pub. C'est ça, hein, ça c'est un bouquin et tout. Là, le truc que vous regrettez le plus, il y a un truc que vous regrettez quelque part, un souvenir ou quelque chose, vous n'auriez pas dû faire? Non, je me suis pris des tôles, mais c'était souvent, par exemple, je faisais une émission qui s'appelait Hardimat où je tuais le chien, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si l'audience baissait, j'avais un caniche et je disais aux gens, si vous continuez à pas regarder l'émission, je vais être obligé de tuer le chien. Ça a duré 5 numéros. Nous, on s'est marrés. Et truc dont vous êtes le Non, plus ce que je fier. regrette, si je regrette quelque chose dans ma vie, c'est quand j'ai voulu faire du cinéma,
d'avoir voulu être producteur plutôt que réalisateur. Je n'avais pas compris qu'en France, le producteur, il est juste bon à aller chercher des Sofica, et que c'est le réalisateur qui a le pouvoir, avec la loi de 67. Et moi, donc, je me suis associé avec des producteurs pour trouver des réalisateurs. Ça n'a pas fonctionné. J'aurais commencé à l'arrache le samedi en empruntant des caméras, mais j'ai été con. Voilà. Et alors, le souvenir le plus fier? C'est Gorbatchev qui fait ça. Ah ouais? Parce que quand il y avait la promo, on passait le jingle de la Régie française de publicité, et les gens devaient faire ça. Et je vois arriver Gorbatchev, j'ai dit, écoutez, Monsieur le Président, tout le monde le fait, et il a fait ça. C'était très valorisant de voir un type comme ça se plier à mes vélos, quoi. Ouais. On a l'impression que la télé, ça reste quand même un joujou, comme un gamin. On peut s'amuser, on peut imaginer des choses. On devrait imaginer des choses. Moi, au début, j'ai pris ça très au sérieux parce que j'avais le trac. Et un jour, je faisais double jeu, et j'invite Patrick Timsit. Et à l'époque, ce serait plus possible aujourd'hui, il y avait 2 Noirs qui tenaient des torchères. Donc c'était des Noirs vraiment sculpturaux, qui tenaient des torchères comme ça, avec un petit slip, et ils étaient 2 face à face, quoi. Et il y a Timsit qui prend les couilles d'un des 2 mecs, il dit, ah, dis donc, hein. Et là, j'ai éclaté de rire, et je me suis dit, mais putain, t'es con, quoi. La télé, ça fait pour se marrer. Arrête de prendre ça au sérieux. Et à partir de là, je n'ai cherché qu'à m'amuser, voilà. Ouais. Ça a été... S'amuser et en même temps... Avec du contenu. Du contenu, ouais. Moi, j'avais... L'homme cultivé, j'avais 150 passionné fiches. d'histoire, ouais. Hein, Louis XX... Ben oui, c'est bien que vous en souvenez. Littérature. Ouais. Non, c'est vrai que moi, si vous voulez, en fait, je suis pas, entre nous, un vrai animateur. J'ai commencé à publier mon premier livre au Seuil, j'avais 22 ans. Après, j'ai fait 2 best-sellers, Louis XX et Confessions d'un baby-boomer. Après, j'ai fait Entrevues, pas ceux dont je suis le plus fier. Ouais. Mais ça vendait quand même 500 000 exemplaires par mois. Ouais. Et puis après, j'ai fait... Non, je suis un peu... En fait, vous voulez, si. Je suis un concepteur, voilà. C'est-à-dire que mon vrai métier, c'est ce que je dis aux gens que je rencontre pour la première fois, vous me prenez pour un animateur, parce que vous m'avez vu comme animateur, c'est normal, c'est pas de votre faute. Mais en fait, moi, mon vrai métier, c'est concepteur. C'est-à-dire, je cherche des idées, je trouve des idées. Voilà, depuis l'âge de 19 ans, je vide mes idées, comme le fameux « la paire, il n'y en a pas 2 ». Ouais. Donc quand même... Mais non, mais je pense parce que c'est raconté dans le bouquin, là. Ouais. Le gamin, Thierry, qui naît dans la Creuse, c'est pas quand même... On n'est pas... Je suis niçois, ouais. Mais à ce moment-là, on était dans la Creuse. Ouais, une partie de l'enfance en Algérie. Oui, mon père travaillait à Mercel Québec. Je suis pas pied noir, mais on a vécu en Algérie. Quand même, voilà. Et puis qui, un jour, répond à presque une annonce en disant « J'ai une idée de pub, il fallait faire des concours ». Et le gars répond « C'est pas mal ». J'ai fait... En fait, c'était un concours par correspondance. C'était la marque STEM. Ouais. Et moi, j'ai fait STEM un peu, beaucoup, passionnément à la folie. C'était pas mal. Oui, c'était bien. Ouais. Le mec m'a répondu, écoutez, oui, bon, mais vous devriez regarder la pub. Et comme je savais, je voulais devenir riche et célèbre, enfin, je suis devenu un peu riche, un peu célèbre à la fin, mais je voulais vraiment être riche et célèbre. Ah, c'était ça le but, ouais. Ouais, le but, c'est que j'avais une enfance assez, pas malheureuse, c'est pas vrai, mais assez étriquée. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, la maison, c'était pas drôle, bon, voilà. Et donc, moi, je voulais, aller à New York, dormir à l'hôtel Pierre en Concorde, et puis je voulais gagner de l'argent, je voulais être riche et célèbre. Et la pub, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de vendre du yaourt, on a du fromage blanc dans la tête, c'est-à-dire que ça rend un peu idiot quand même, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé d'expliquer qu'une bouteille d'Évian, c'est mieux qu'une bouteille de Vittel, ce qui n'est pas vrai, évidemment. La lessive qui lave plus blanc que blanc. Que blanc, et y compris dans les nœuds. Colus. Ah ouais. Et le mercredi, vous défaites les nœuds. Non, mais il y a des pubs quand même, quand on les revoit, c'est les pubs de Chabat. Ah oui. Mais avoir rencontré Philippe Aki, c'était quand même... la grande rencontre de ma vie. Ah oui. C'est dire, à un moment donné, parce qu'il faut quand même dire la vérité, Thierry, à un moment, tu dis, dans le livre d'ailleurs, que tu as commencé à te droguer, que tu es parti aux États-Unis, tu étais en vrille. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à force, la pub m'emmerdait. Je suis allé à Bali, écrire un livre à Bali. Quand je suis revenu, à l'époque, quand vous reveniez, votre place était toujours là, c'était génial. Et puis j'avais commencé l'héroïne à Bali, j'ai continué à Paris. Puis au bout d'un moment, j'ai vraiment cru que j'allais y passer, quoi. Et je me suis sauvé en Californie, où il y en avait peut-être, mais moi je ne savais pas où il y en avait. Donc je me suis sevré. Et puis après, effectivement, après c'était fini. Après j'avais décidé de... Voilà, c'était la dernière connerie avant l'autoroute. Et après, oui, j'ai rencontré Daniel Philippaki, qui est il a jamais voulu être public, Daniel. Il n'a jamais voulu faire d'interview. Ouais, incroyable. Inventer Salut les copains. 2 interviews dans la vie, une avec Françoise Hardy, une avec moi. Et
Donc aujourd'hui, plus personne ne sait qui c'est, puisque déjà, quand vous êtes connu, on vous oublie assez vite, mais quand vous faites tout pour pas être connu, vous êtes déjà oublié. Donc il est à New York, plus personne ne sait même qui c'est. Effectivement, moi, c'est mon modèle dans la vie. C'était un type exceptionnel. Il avait des montres qui marchaient à l'envers. Il venait au bureau le soir vers 19h, donc personne partait, tout le monde attendait qu'il arrive. Il venait le week-end. Alors le mec travaillait le week-end pour rencontrer Daniel. Puis alors il avait un appartement, un ancien hôtel Claridge en face du bureau. Et quand il mettait une serviette sur le balcon, comme ça veut dire qu'il était en train de baiser une fille qu'il fallait pas l'appeler. Ah ouais. C'était personnage, c'est flamboyant, Philippe Aki. Tout le monde déjeunait au Fouquet's. Moi, je le croisais sur les Champs-Élysées avec son Burberry relevé comme ça, ses Ray-Ban. Il mangeait un sandwich pendant que les autres étaient en train de bavasser au Fouquet's. Ouais. J'ai fait entrevue avec lui. Ouais. Voilà, c'est l'idée. J'ai fait entrevue avec lui, parce que j'avais fait un premier journal qui était l'Hebdo des Savanes. Je faisais tellement de conneries qu'un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je t'aime bien, mais t'es en train de foutre en l'air ce que j'ai mis 25 ans à construire. Donc il m'a filé un chèque, un beau chèque. Et je suis parti comme un con avec mes affaires sur les bras. Et donc, parce qu'au début, il m'avait engagé pour remplacer Franck Thénault et tout, il avait beaucoup d'ambition pour moi. Pas Franck Thénault, Roger Théron, patron de match. Ouais. Et puis après, comme il m'avait donné ce chèque, j'avais gardé un bon souvenir. Et quand je suis allé quand j'ai eu le projet d'entrevue, je suis allé le voir. Alors il regarde comme ça. Ouais. Je lui dis 50-50. Ah, il me dit non, 40-60. Non mais, j'adorais ce gars-là. Ouais. Je voulais être lui. Ah oui. Un jour, je lui dis, mais Daniel, quand vous aviez mon âge, qu'est-ce que vous faisiez pour réussir? Il me répond, tout ce que je pouvais. Ah non, mais... Bah oui, ça me manque. Hervé Bourges me manque beaucoup. Ouais. Hervé Bourges, j'étais un patron je faisais le con, on faisait les cons avec Baffy, et puis un jour, je sais pas quoi, on écrivait des petits sketchs en début d'émission, soi-disant, Bourges m'appelle. Oui, je sais, Hervé, vous voulez plus que je parle de Cabanis, parce qu'il disait pas cannabis, il disait Cabanis. Oui. Vous voulez plus que je parle de Cabanis, oui. Oh, bah, écoute, Hervé, si tu vas par là, ça fait 15 jours que tu m'as pas touché. Là, le lendemain matin, je suis convoqué avec Baffy, on était tous les deux comme ça, à 9h du matin face au président. Et il y a Bourges, et Baffy lui dit, vous avez fait un petit rototo, président. Et là, Bourges a éclaté de rire. Et il nous a pardonné, quoi. Ouais. Oui, il y avait des gens comme ça. Il y avait plus de... Je dis pas de grandeur d'âme, n'exagérons rien, mais voilà, quoi. Il y avait une tolérance pour les créatifs, Aujourd'hui, c'est le marketing qui décide. Ils font des réunions à 15 pour savoir s'ils vont faire... Est-ce qu'on va faire la roue de la fortune ou le juste prix? Vous voyez, c'est important quand même en 2024. Ouais. Voilà. Mais voilà où on en est. Voilà. Non, mais si toi, tu as voulu être Philippe Aki, il y a certainement plein de jeunes qui voudraient être Ardisson. Moi, je ne demande pas mieux. Tu leur dirais quoi? Je leur dirais que il faut travailler. Moi, quand j'arrivais devant quelqu'un que j'interviewais, un peu comme toi d'ailleurs, je savais exactement tout. J'avais passé du temps, j'avais des gens qui me faisaient des dossiers, enfin je ne faisais pas tout seul. Entre rive droite, rive gauche, tout le monde en parle, avant je faisais 14 interviews par semaine. Donc. Mais je faisais mes fiches moi-même à la main, donc j'étais obligé d'apprendre. Donc déjà, travailler comme un malade, et puis ensuite être soi-même, oui, c'est-à-dire que moi, c'est Antoine Decaune, j'avais le trac, un jour il me dit, mais enfin, arrête d'avoir le trac. Si t'es assis là, c'est qu'ils t'ont choisi. Il n'est pas venu par usurpation. T'es pas le fils d'Hervé Bourges. Bon. Et c'est vrai qu'il faut être persuadé de sa subjectivité. Il faut penser que sa subjectivité est la bonne. Ouais. Plus fragile qu'on ne le croit, Thierry Ardisson. Très fragile. Ouais. Très fragile, moi. J'ai donné cette image de l'homme en noir. En fait, la vérité, c'est comme j'avais le trac, je voulais que les gens en face de moi soient pas mieux que moi. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai des sueurs froides, j'ai les mains moites, j'ai l'estomac noué. Il n'y a pas de raison que toi, en face, tu te fasses pas autant chier que moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit à Gainsbourg, la première truc, c'est avec ce que tu t'envoies, est-ce que tu n'avais pas peur que le petit Lulu, il soit mongolo? Là, Gainsbourg, qui choquait tout le monde, voilà. Après, Gilbert Bécaud. Dis donc, Gilbert, c'est cool de vivre avec deux femmes sous le même toit, non? Ah, il dit, c'est la première fois qu'on me pose cette question à la télévision. Et puis après, le chanteur d'Indochine, ça te fait pas chier de chanter faux. Et là, les gens ont dit, il y a un mec, comme animateur, il est pas terrible, mais putain, il envoie du bois, quoi. C'est comme ça que ça commençait à marcher. Ouais, incroyable. Mais il suffisait de pas rentrer dans le jeu, en fait. Oui, avec une tête de gendre idéal, hein.
Oui, mais Côté c'est marrant. beau parce que gosse, mais j'étais en Normandie. vendeur de contrats d'assurance. Hein. Ouais, j'étais en Normandie ce week-end, j'ai trié des archives et je suis tombé là-dessus. Je me dis, mais putain. On lui fait confiance, un mec comme ça. Je me dis, t'étais pas mal quand même. Oui. Hein, Mais je me rendais pas compte, je me trouvais moche. Donc je me suis toujours trouvé moche. Non, mais ton rêve était de devenir riche et célèbre. Au fond, tu dis, tu as réalisé quand même ton rêve, ton vrai rêve. Je suis un peu riche, un peu célèbre. Oui, mais ton vrai rêve, tu dis, au fond, c'est vrai, j'ai réussi ce que je voulais. J'ai réussi ce que je voulais, mais au prix, quand même. Je ne veux pas jouer les héros non plus, quand même, parce qu'il y a des gens qui travaillent vraiment dans les hôpitaux, enfin, je veux dire, bon, je ne veux pas non plus, mais c'est vrai que j'ai réalisé mon rêve, mais ça a été très dur. Je veux dire, il y a eu des moments, la télé était placée pour le savoir, le lendemain matin, à 9h, si tu n'as pas fait l'audience, ils commencent à te regarder différemment. Moi, nous, ça marchait, tout le monde en parle, parce qu'on faisait 2 millions tous les samedis soirs. Mais ça a été non, vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Et bon, je n'aurais pas fait tout ce que je voulais faire. J'en ai fait un peu. C'est clair. Thierry Ardisson. On remercie la maison de la pub qui a aidé à faire oui, ce bouquin. Anne Saindreux qui nous a super aidé parce qu'elle a tout gardé. C'est l'archiviste. C'est l'archiviste de la pub. Et donc, on est allé la chercher. Elle nous a... Parce qu'on n'avait pas de documents, tout ça. Moi, je savais à peu près les campagnes que je voulais mettre, quoi. La campagne RAM, par exemple. Faudrait être folle pour dépenser plus. À l'époque, on jouait avec le... Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais l'agence jouait avec le stéréotype de l'homosexuel folle. Mais aujourd'hui, essayez de faire ça. Les 3/4 des trucs là-dedans, on ne pourrait plus les faire. Ben oui, c'est dommage. Enfin, je veux dire, parce que c'était pas contre les homosexuels, bien évidemment, parce que la plupart l'étaient, d'ailleurs. J'aime bien qu'il y avait Alice Sapriche qui apparaît en disant « Avant, j'étais moche ». Ouais. Et maintenant, il y a Gexfour. Non, j'ai Gexfour. C'est l'autodérision. Les stars étaient capables de ça. Oui, il y a eu beaucoup de choses... Elle, c'était extraordinaire. Et Marie-Pierre Cazé qui essuie la grande table comme ça. Ah oui. Et puis elle dit, je ferais pas ça tous les jours. On a vu Bernard Blier, une pub pour le fromage. Ouais. Ah ouais, non, mais il y avait du Audiard là-dedans. C'était extraordinaire. Eh oui. Ouais. Allez. Merci en tous les cas. Merci. Thierry Ardisson avec Anne Saindreux. J'ai eu envie de rendre la pub ce qu'elle m'a donné en racontant cette époque bénie de liberté et de création aux éditions du Rocher. C'était Thierry Ardisson, le seul, l'unique, irremplaçable. Profitez-en, il n'y en a plus pour longtemps. Merci Thierry.